Bonjour, bonjour, chers compatriotes, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour les Africaines et les Africains. Ici, c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, qui se bat pour la libération du peuple Congo, qui se bat pour la protection de son peuple Congo. La maman de la Fédération Congo, dont la lutte est identique à la lutte au combat que mène Assimi Goïta, le combat de la souveraineté de son peuple, le combat de la souveraineté de son territoire, le combat de la libération du peuple Congo, le combat, la lutte de la libération des peuples africains. Nous voulons nous allons dégager l'impérialisme, nous allons dégager le néocolonialisme qui a été imposé dans notre continent depuis la conférence de Berlin, depuis 1883, dont les colons se sont départagés notre continent en petits morceaux comme en petits parts de gâteau. Alors, chers compatriotes, vous devez faire très très attention à regarder, à suivre l'intervention de Macron sérieusement et avec attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. En fait, c'est l'histoire de l'Afrique qui est dans l'intervention de l'intervention de Macron. Alors, chers compatriotes, je veux vous repasser cette intervention et nous allons analyser et chacun de nous va tirer sa conclusion, chacun de nous peut donner son avis. Mais cette intervention, c'est Macron sait s'exprimer en domination, en intimidant, en menaçant, euh, en manipulant. Il manipule ceux ils sont en train de l'écouter et il domine dont ils ont toujours l'habitude de dominer, qui ont toujours eu peur de se lever devant cet impérialisme, devant ces colons. Alors, chers compatriotes, alors nous allons suivre. C'est une intervention de 28 minutes, mais mes chers compatriotes, pour libérer notre pays, les 28 minutes, se sacrifier 28 minutes ou 1 heure ou 2 heures, je pense que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et ça n'a pas de temps. Nous sommes en retard pour la libération de notre continent, donc nous devons faire attention à tout ce qui se passe. Nous devons prendre en considération à toutes les interventions de ces colons, à toutes les interventions de ces terroristes qui sont là, qui ont terrorisé notre continent, qui ont pris notre continent en otage. Alors, chers compatriotes, voilà, je vais vous passer cette parce que même moi qui vous passe cette interview, c'est bien, je dois aller au travail, mais je me suis dit, je dois partager ça parce qu'il y a des choses où deux fois on regarde, on ne fait pas attention, mais il faut que quelqu'un vienne attirer ton attention en te disant, regarde ça attentivement et fais attention à ce qui se passe, écoute bien ce que la personne a dit. Donc voilà c'est ce que je veux vous montrer. Madame la secrétaire générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette Assemblée pour y porter la voix de la France. Et à cet instant, je pense à ceux qui se sont battus dans mon pays, mais également partout dans le monde, pour que précisément la France soit libre. À ceux aussi qui ont estimé que le destin de l'Europe ne pouvait leur être indifférent en d'autres temps. Et celles-là et ceux-là, qu'ils viennent d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique, parce qu'une part de leur liberté comme de l'avenir du monde s'y jouait. Je pense à ceux qui ont écrit notre charte et bâti les murs de cette organisation pour conjurer le pire, une fois celui-ci est devenu à 2 reprises au XXe siècle, infligeant à l'humanité tout entière d'indicibles souffrances. N'oublions jamais cette dette. Elle sert les intérêts de tous nos pays et nous montre le chemin de la paix. Elle nous rappelle qu'il n'est d'autre centre de pouvoir légitime et durable que celui que les nations décident souverainement en s'unissant. Elle nous dit
que l'universalité de notre organisation n'est au service d'aucune hégémonie, d'aucune oligarchie géopolitique. Or, cet héritage, notre organisation, tout comme d'ailleurs nos choix en tant que nation, sont aujourd'hui confrontés à une alternative. Nous avons aujourd'hui à faire un choix simple au fond, celui de la guerre ou de la paix. Le 24 février dernier, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a rompu, par un acte d'agression, d'invasion et d'annexion, notre sécurité collective. Elle a délibérément violé la Charte des Nations Unies et le principe d'égalité souveraine des États. Dès le 16 mars, la Cour internationale de justice a déclaré l'agression russe illégale et a exigé le retrait de la Russie. La Russie a décidé, ce faisant, d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion. Aujourd'hui en Europe, mais peut-être demain en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. On peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. J'entends nombre de débats, j'ai entendu nombre de prises de parole. Il est une chose sûre et certaine. Au moment où je vous parle, il y a des troupes russes en Ukraine. Et à ma connaissance, il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. C'est un état de fait. Et nous devons tous le regarder. Plus cette guerre dure, plus elle devient menaçante pour la paix en Europe, mais aussi pour celle du monde. Elle nous conduit vers une conflictualité élargie, permanente, où la souveraineté et la sécurité de chacun ne dépend plus que de rapports de force, de taille des armées, de la solidité des alliances ou des intentions des groupes armés et des milices. Où ceux qui se considèrent comme forts cherchent à soumettre par tous les moyens ceux qu'ils considèrent comme faibles. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix. La recherche de la paix par les initiatives prises au cours des années et des mois qui ont précédé le conflit pour l'éviter. La recherche de la paix depuis le 24 février par le soutien humanitaire, économique et militaire que nous apportons au peuple ukrainien pour exercer son droit de légitime défense et préserver sa liberté. La recherche de la paix par notre condamnation de l'invasion d'un État souverain, de la violation des principes de notre sécurité collective, des crimes de guerre commis par la Russie sur le sol ukrainien et par notre refus de l'impunité. La justice internationale devra établir les crimes et juger les coupables. La recherche de la paix, enfin, par notre volonté d'endiguer l'extension géographique et d'intensité de la guerre. Il nous incombe à cet égard de soutenir les efforts de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour prévenir les conséquences de la guerre sur la sûreté et la sécurité nucléaire, comme nous le ferons demain aux côtés des Ukrainiens dont la souveraineté sur leurs centrales ne saurait être discutée. Nous avons obtenu qu'une mission de l'agence se rende sur le terrain et établisse un rapport de façon indépendante. Travaillons ensemble pour prévenir le risque d'un accident dont les conséquences seraient dévastatrices. Nous savons tous, ici, que seul un accord respectant le droit international permettra de rétablir la paix. Une négociation ne sera possible que si, souverainement, l'Ukraine le veut et la Russie l'accepte de bonne foi. Nous savons tous aussi qu'une négociation n'aboutira que si la souveraineté de l'Ukraine est respectée, son territoire libéré,
sa sécurité protégée. La Russie doit maintenant entendre qu'elle ne saurait imposer quelque volonté par des moyens militaires, même en y adjoignant avec cynisme des simulacres de référendum dans des territoires bombardés et désormais occupés. Il incombe aux membres du Conseil de sécurité de le dire haut et clair, et aux membres de cette Assemblée de nous soutenir sur ce chemin de la paix. J'appelle à cette tribune les membres des Nations Unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, en mesure le coût pour elle-même et pour nous tous, et mette un terme à son agression. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, ni entre le Nord et le Sud. Il s'agit de la responsabilité de tous ceux qui sont attachés au respect de la Charte et à notre bien le plus précieux, la paix. Car au-delà de la guerre, c'est un risque de division du monde qui se joue en raison des conséquences directes et indirectes du conflit. Je sais qu'ici, dans cette Assemblée, beaucoup nourrissent un sentiment d'injustice face aux conséquences énergétiques, alimentaires, économiques, dramatiques de la guerre menée par la Russie. Je sais aussi que certains pays, ici représentés, sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale de chacun. Le combat des non-alignés, c'est ceux-là, ceux qui se taisent aujourd'hui, servent malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée, aujourd'hui, d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens, qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix. Par ses fondements mêmes, cette guerre lancée par la Russie bafoue les principes au cœur de notre organisation, bafoue les principes du seul ordre international possible, le seul à pouvoir garantir la paix, c'est-à-dire le respect de la souveraineté nationale et de l'intangibilité des frontières. À cet égard, ne confondant pas causes et conséquences, qui peut ici défendre l'idée que l'invasion de l'Ukraine ne justifiait aucune sanction? Lequel d'entre vous pourrait considérer que le jour où quelque chose de semblable, fait par un voisin plus puissant, lui arrivait, le silence de la région et du monde serait la meilleure des réponses? Qui peut le soutenir? Qui peut croire qu'il suffirait que la Russie remporte cette guerre pour que nous passions à autre chose? Personne. L'impérialisme contemporain n'est pas européen ou occidental. Il prend la forme d'une invasion territoriale, adossée à une guerre hybride, mondialisée, qui utilise le prix de l'énergie, la sécurité alimentaire, la sûreté nucléaire, l'accès à l'information et les mouvements de population comme des armes de division et de destruction. C'est en cela que cette guerre porte atteinte à nos souverainetés à tous. Aussi, la France se tiendra aux côtés des peuples libres des Nations Unies pour faire face aux conséquences du conflit comme à toutes les inégalités qu'il accroît, en récusant logique de blocs ou d'alliances exclusives. Car au-delà des conséquences directes de la guerre, le risque qui est aujourd'hui le nôtre est celui d'une nouvelle partition du monde.
Certains voudraient nous faire croire qu'il y aurait d'un côté l'Ouest, qui défendrait des valeurs dépassées au service de ses intérêts, et de l'autre côté le reste du monde, qui a tant souffert et cherche à coopérer en soutenant la guerre ou en détournant le regard. Je récuse cette division pour au moins 2 raisons. La première, par principe, et je viens de l'évoquer. Notre organisation porte des valeurs universelles. Ne laissons pas s'installer l'idée sourde qu'il y aurait dans les valeurs de la charte quelque chose de régional, d'adaptable. Notre organisation a bien des valeurs universelles et la division face à la guerre en Ukraine est simple. Êtes-vous pour ou contre la loi du plus fort, le non-respect de l'intégrité territoriale des pays et de la souveraineté nationale? Êtes-vous pour ou contre l'impunité? Je ne conçois aucun ordre international, ni paix durable, qui ne puisse être fondé sur le respect des peuples et le principe de responsabilité. Donc oui, nos valeurs sont universelles et c'est pour cela qu'elles ne doivent jamais être au service d'une puissance qui viole ces principes. Et quand, ces dernières années, nous avons pris des libertés avec ces mêmes valeurs, nous avons eu tort. Mais cela ne saurait aucunement justifier de fouler aux pieds ce que nous avons collectivement bâti après la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie, la belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Que nous propose-t-on? Que nous vantons? Quel rêve vantons sur la bonne foi de certaines et certains ici? Rien qui ne tienne longtemps. Ne cédons pas au cynisme qui désagrège l'ordre qui nous a construits et permet seul de tenir la stabilité internationale, car ces valeurs qui sont les nôtres, le respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité des frontières, je le dis, nous avons eu tort à chaque fois que nous avons pris des licences avec elles. Mais ce sont les valeurs que nous avons bâties après la Seconde Guerre mondiale, après les colonialismes. Refusons de faire bégayer l'histoire sous prétexte que ce sont aujourd'hui d'autres géographies qui sont touchées, et ne cédons pas. La deuxième raison de mon opposition à cette tentative de partition du monde est pragmatique. En fait, derrière les divisions naissantes, il y a une tentative de partition du monde qui renforce la tension entre les États-Unis et la Chine. Et c'est à mes yeux une erreur funeste pour nous tous. Car ce ne serait pas une nouvelle guerre froide. Plusieurs puissances de désordre et de déséquilibre jouent de cette période pour multiplier les conflits régionaux, reprendre le chemin de la prolifération nucléaire et faire reculer la sécurité collective. Je pense donc que nous devons tout faire pour que cette nouvelle division n'advienne pas. Car nos défis sont de plus en plus nombreux et urgents et nécessitent de nouvelles coopérations. Regardons le Pakistan. Un tiers du pays sous les eaux, plus de 1400 morts, 1300 blessés, des millions de personnes en situation d'urgence. Regardons la Corne de l'Afrique, la pire sécheresse depuis 40 ans et une saison des pluies qui sera sans doute pire encore. La moitié de l'humanité vit désormais dans la zone de danger climatique. Nos écosystèmes atteignent les points de non-retour. Regardons en Somalie, au Yémen, au Soudan du Sud, en Afghanistan, la famine revient. La crise alimentaire frappe partout, et plus durement les plus fragiles. 345 millions de personnes dans le monde sont en situation de faim aiguë, dont 153 millions d'enfants. 55 guerres civiles sont en cours sur notre planète. 100 millions de personnes sont déplacées. Alors qu'entre 1990 et 2015, 137 000 personnes échappaient chaque jour à l'extrême pauvreté. 345 millions pourraient y tomber d'ici 2030 dans les pays touchés par les conflits. Face aux crises, au dérèglement climatique, à la pandémie, à la montée des prix de l'alimentation, les plus vulnérables sont toujours les plus touchés. Les menaces sont toujours là
en plus de tout cela, les terrorismes qui touchent entre autres le Sahel comme le Moyen-Orient, la prolifération nucléaire, en Iran comme en Corée du Nord, que nous n'avons pas réussi à endiguer. Telles sont nos urgences. Et à la cavalcade, la description que je viens d'en faire n'est pas exhaustive, mais elles sont à chaque fois ou le résultat des défaillances profondes de notre système international qui a su accompagner les bénéfices de la mondialisation, mais n'a pas su endiguer ces fractures, ces menaces, ces déséquilibres, ou la conséquence de nos divisions entre nous. Notre responsabilité commune est plutôt d'œuvrer pour aider les plus fragiles, les plus touchés à faire face à tous ces défis. Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, a eu raison de le dire. L'heure n'est pas à la guerre. Elle n'est ni à la revanche contre l'Occident, ni à l'opposition de l'Ouest contre le reste. Elle est au sursaut collectif de nos pays souverains et égaux face aux défis contemporains. C'est pourquoi il est urgent de bâtir un nouveau contrat entre le Nord et le Sud, un contrat efficace et respectueux pour l'alimentation, pour le climat et la biodiversité, pour l'éducation. Le temps n'est plus aux logiques de blocs, mais à la construction de coalitions d'actions concrètes, permettant de concilier intérêts légitimes et biens communs. Face à la crise alimentaire mondiale, la France a d'ores et déjà doublé ses financements au programme alimentaire mondial. Nous avons bâti avec l'Union européenne les corridors de solidarité qui ont permis d'évacuer plus de 10 millions de tonnes de céréales par la voie terrestre depuis le printemps dernier. Ceci a été utilement complété par l'accord du 22 juillet dernier, permis grâce au travail du secrétaire général des Nations Unies, et qui a permis d'évacuer 2,4 millions de tonnes par la mer Noire, et qui se poursuit. Nous avons porté l'initiative Farm, qui permet d'approvisionner les pays vulnérables à bas prix, sans conditions politiques, et d'investir dans la production agricole des pays qui souhaitent sortir de la dépendance. Je vous annonce également que la France financera l'évacuation du blé ukrainien à destination de la Somalie, en lien avec le partenariat alimentaire mondial. Nous le ferons avec solidarité, efficacité et exigence de pleine transparence. Demain, nous réunirons l'Union africaine, les agences des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, les banques de développement et la Commission européenne pour bâtir un mécanisme viable d'accès aux engrais pour l'Afrique, en complément, là encore, des initiatives du secrétaire général sur ce point. Sur le climat et la biodiversité, dans quelques semaines, nous nous retrouverons à la COP27 en Égypte. Soyons clairs, là aussi, sur ce que signifie la transition juste. Notre premier combat collectif est l'éradication du charbon. La crise ne doit pas nous faire perdre le cap. Si nous n'en sortons pas, nous dépasserons plus encore que les prédictions ne le disent les 2 degrés Celsius. Je suis prêt à investir dans les coalitions de financement dites JET, comme nous l'avons par exemple fait avec l'Afrique du Sud il y a quelques mois. Et nous devons poursuivre cette logique. Mais la Chine et les grands émergents doivent prendre une décision claire à la COP. C'est impérieux. Nous devons bâtir, à cet égard, autour des grands émergents, des coalitions d'acteurs étatiques, avec nos grandes institutions financières internationales, pour bâtir des solutions complètes de production d'énergie et de changement des modèles de production industrielle qui seuls permettront cette transition. Ensuite, le G7 doit mener l'exemple. Les pays les plus riches doivent accélérer leur programme de neutralité carbone, mais aussi faire l'effort de sobriété et partager les technologies vertes. Vous savez, en la matière, pouvoir compter sur l'Union européenne. Je crois aussi qu'il nous faut reconnaître qu'il existe, pour les pays les plus pauvres, une difficulté à agir en même temps pour la lutte contre la grande pauvreté et l'accélération de la transition.
Nous ne pouvons pas demander la même chose à l'Afrique subsaharienne où 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité et aux grands émetteurs. C'est pourquoi la solidarité financière, la solidarité technologique des plus riches doit être renforcée sur le plan climatique à l'égard des pays les plus pauvres. Apporter des financements, apporter des solutions et accélérer cet agenda, comme nous avons su le faire au moment de la pandémie, mais de manière encore plus forte, plus efficace, plus résolue. Nous devons aussi, dans ce contexte, protéger ensemble nos puits de carbone et nos trésors de biodiversité. La France accueillera avec le Costa Rica la conférence des Nations Unies pour les océans en 2025. Faisons-en la COP 21 des océans. Sur la santé, nous devons apprendre de la pandémie de Covid-19. À cet égard, nous devons reconnaître que notre première ligne de défense, ce sont les systèmes et les personnels de santé dans les pays les plus fragiles. J'insisterai sur ce point crucial lors de la reconstitution du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont la France restera l'un des tout premiers contributeurs. Nous devons aussi nous assurer que l'OMS mette bien en place les systèmes d'alerte précoce dont nous avons besoin pour prévenir la propagation d'autres virus. Et nous devons traiter ensemble santé humaine et animale. C'est le sens même de l'initiative Une seule santé que la France porte avec plusieurs autres. Comme nous le faisons avec le Partenariat mondial pour l'éducation, poursuivons nos efforts pour que les enfants aillent à l'école après une pandémie qui les en a privés. C'est lutter à la source contre toutes les inégalités et travailler pour notre avenir à tous. Vous le voyez sur tous ces sujets, c'est plus de coopération, ce sont des partenariats d'acteurs entre l'Ouest et le Sud, entre le Nord et le Sud qu'il faut développer. C'est plus d'engagement dans nos grandes institutions. Tout cela, c'est l'inverse d'une division qu'on veut installer. Qui, pendant la pandémie, était là? Qui propose des financements face à la transition climatique? Pas ceux qui, aujourd'hui, vous proposent un nouvel ordre international et qui n'avaient pas de vaccin qui marche et qui ont été peu solidaires et qui n'apportent rien face au climat. Face à tous ces défis, qui sont les nôtres collectivement, nous devons être plus solidaires, coopérer davantage, mais en aucun cas céder à des sirènes qui ne mènent nulle part. Pour y arriver, nous devons aussi être lucides sur la situation des pays les plus pauvres et des pays à revenus intermédiaires, qu'ils soient en Afrique, sur le continent sud-américain, en Asie ou dans le Pacifique. La pandémie a encore accru les inégalités. La guerre et ses conséquences accroissent les difficultés pour nombre de ces pays. Le G20 doit donc impérativement tenir l'objectif qu'il s'est donné l'an dernier, de mobiliser 100 milliards de dollars à partir des droits de tirage spéciaux. Mais nous devons aller plus loin et plus fort. D'abord, sur la base de ces émissions de droits de tirage spéciaux du FMI, nous devons mettre en œuvre ce à quoi nous nous sommes engagés. Tant de pays, en particulier en Afrique, n'ont pas encore vu cet argent. Et nous ne pouvons plus leur expliquer que tel Parlement bloque, que telle règle l'empêche. C'est impossible. Nous arriverons trop tard. Mais nous devons aller plus loin, car la difficulté est encore plus grande. Il nous faut donc passer à 30% de réallocation de nos droits de tirage au profit des pays africains les plus exposés et des pays les plus pauvres partout sur la planète. Et nous devons, avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, réengager nos dispositifs qui ne sont plus adaptés au contexte actuel. Les règles que nous appliquons aujourd'hui sont les règles des années 80. La situation de notre planète post-Covid-19, avec une accélération du dérèglement climatique et d'un effondrement de la biodiversité, et en raison des déséquilibres créés par la guerre, accroît nos exigences de solidarité. Il nous faut un nouveau pacte financier avec le Sud. Voilà notre vraie ligne de front, celle qui doit nous rassembler, non pas contre un ennemi commun, non pas contre des histoires fausses ou des révisions historiques, mais pour la planète que nous habitons tous et pour l'égalité des chances à l'échelle de l'humanité. Ce combat, c'est le nôtre, c'est celui qui nous réunit tous. Il suppose simplement de faire
un peu plus d'efforts, de tenir nos accords, d'être exigeants et respectueux les uns avec les autres. Mais ce combat, qui est le vrai, si nous ne sommes pas capables de le mener ensemble, sera la source de toutes les fractures et les conflits à venir. J'invite tous ceux qui veulent bâtir avec nous ce nouveau contrat à venir au Forum de Paris pour la paix le 11 novembre prochain pour préparer le G20 de Bali et avancer ensemble, sans jamais renoncer aux valeurs qui nous sont communes et aux principes qui nous guident. Allons à l'essentiel. Ne nous résignons pas à la fragmentation du monde et à la montée des menaces à la paix. Ne permettons pas que les crises s'additionnent, que les conflits sans solution se multiplient et que prolifèrent les armes de destruction massive. Ce sont autant de risques que nous ne pourrons plus maîtriser à l'avenir sans associer les puissances régionales les plus directement concernées. C'est précisément ce travail d'association des puissances régionales que nous voulons faire au Moyen-Orient, en assurant le suivi de la conférence de Bagdad que nous avons tenue en 2019, pour la stabilité de l'Irak, pour celle du Liban et de toute la région. Les membres du P5 ne sont plus les seuls à avoir leur mot à dire. Et s'ils l'ont, et ils l'ont incontestablement, cela ne peut désormais fonctionner que si nous sommes capables d'œuvrer plus largement au consensus international nécessaire à la paix. C'est pourquoi je souhaite que nous engagions enfin la réforme du Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif, accueille de nouveaux membres permanents et reste capable de jouer tout son rôle en limitant le recours au droit de veto en cas de crime de masse. Ce qu'il nous faut faire ensemble, c'est bâtir la paix et l'ordre international contemporain au service des objectifs de notre charte. Sur ce chemin, les Nations Unies pourront indéfectiblement compter sur la France. Sur ce chemin, chaque pays ici présent pourra indéfectiblement compter sur la France. Je vous remercie. Je ne voulais pas vous couper cette intervention. Je voulais que tous les Africains et tous les peuples du tiers-monde puissent regarder et faire très attention, prendre des notes à ce discours. Moi, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler parce que les points qu'il a énoncés, c'est les points qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas. Les points qu'il a... il veut pointer sur les autres, les erreurs, les fautes qu'il veut pointer aux autres, c'est ce que eux-mêmes ils alimentent. Il nous parle, j'ai pris quand même des notes de ces interventions. D'abord, ça m'a fait vraiment rigoler en tant que maman Olga de la Fédération Congo, puisque nous savons pourquoi nous nous sommes engagés, nous savons pourquoi nous menons ce combat contre cet impérialisme, où lui, il croit que l'impérialisme va recommencer, alors que l'impérialisme a toujours existé depuis qu'ils ont pris l'Afrique en otage. L'Afrique n'est jamais libérée. Il nous parle de l'indépendance. L'Afrique n'a jamais été indépendante. D'ailleurs, pour ce, je peux dire que c'est la première fois que je peux dire que le Mali, au moins, a fêté son indépendance. La fête de l'indépendance dernière du Mali, je peux considérer cela comme la vraie fête de l'indépendance. Mais sauf que il y a eu quand même la présence des éléments qui montrent la domination coloniale dans cette fête, qui sont autres que le drapeau, qui sont autres que l'hymne national qui avait été entonné pendant la colonisation. Donc, chers compatriotes, j'ai pris quand même certaines notes. Et la façon dont Macron s'est présenté, la façon dont il a fait son discours, ça m'a fait penser au cours de théâtre
que Macron avait pris par sa grand-mère Brigitte Macron. Vous allez voir comment ce qu'il mimait, comment ce qu'il parlait. C'est comme s'il se retrouvait dans une salle d'amphithéâtre. C'est comme s'il était dans une salle en train de faire une comédie où il fallait accompagner ses phrases, ses paroles par les mimiques qu'il était en train de faire pour que la salle, pour intéresser la salle, pour intéresser les individus qui étaient dans la salle. Or, pendant ce temps, ça montre de la domination, l'attitude de la domination, l'attitude de la manipulation, l'attitude de l'intimidation, l'attitude des menaces. Mais il ne se rend pas compte, il a cru être dans une salle d'amphithéâtre. Et en parlant, en utilisant cette attitude qu'il nous a montrée, ça montre encore l'attitude de la domination, l'attitude du colon quand il était en train de pratiquer l'esclavagisme sur sur les Noirs. Ça, c'est selon moi, selon mon analyse. C'est pour ça que je vous ai montré encore cette interview pour que nous fassions tous attention, pour que chacun de nous puisse analyser, faire attention de ce discours. Macron nous parle comment on appelle, je ne sais pas de quoi il avait parlé, mais ça fait combien de temps que la France-Afrique est en Afrique en train qu'il est positionné en Afrique? Ça fait combien de temps? Et pendant ce temps, l'Afrique a évolué comment? L'Afrique n'a fait que s'enfoncer alors que leur présence est en Afrique. Alors que c'est eux qui viennent exploiter les richesses de l'Afrique. Ils ne vont pas mettre l'échec que eux ils ont commis en Afrique comme l'a accepté, l'a avoué le secrétaire général des Nations Unies, qu'ils ont échoué. C'est un échec collectif. Ils ne vont pas le mettre sur la guerre la guerre de l'Ukraine. Ils ne vont pas attribuer leur échec à Poutine. Quand ils sont allés détruire, ils sont allés massacrer la Libye, quand ils sont allés massacrer l'Irak, quand ils sont allés massacrer, déstabiliser l'Afghanistan, quand ils se sont positionnés au Sahel, est-ce que la Russie était avec eux? Qui aujourd'hui a détruit, a créé des guerres sur cette planète? C'est pas eux qui aujourd'hui qui veulent mettre la guerre d'aujourd'hui, qui veulent mettre toutes les erreurs sur Vladimir. On parle, il a énoncé, il a prononcé que Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022. Mais ce que nous sommes en train, nous les Africains, depuis que nous sommes en train de mener le combat du panafricanisme ou de la libération de l'Afrique ou des guerres qui sont en Afrique, est-ce qu'il y avait cette guerre ou l'attaque dont ils se réfèrent, cette guerre de 2022? Ils se sont positionnés en RDC depuis 1997, 25 ans après. Il y a des morts alors que la présence des soldats de maintien de la paix de l'ONU sont dans cette zone. Et M. Guterres prend quand même le culot. Je ne prends pas le culot, je dis même que merci qu'il a voué devant le monde entier sur leur propre chaîne en nous disant qu'ils ne savent pas d'où viennent les armes qui sont données
que les rebelles de M23 utilisent pour s'aimer l'insécurité dans cette zone en RDC. Mais pourquoi leur présence est là s'ils ne savent même pas et ils ne connaissent, ils ne peuvent même pas arrêter cela? Donc à ce moment-là, comme ils ont reconnu leur échec, mais ils n'ont qu'à partir pour que ceux qui pourront au moins maintenir la sécurité peuvent offrir la sécurité à ces populations dont depuis 25 ans sont en train de subir, dorment avec les coups de fusil et se réveillent avec les actes de barbarie. Et que eux, ils sont incapables de nous montrer qu'ils ont arrêté au moins un rebelle. Les rebelles trouvent les armes où? Ils ne savent pas. Est-ce que les armes, c'est quelque chose qu'on peut dissimuler dans un vêtement sans pourtant et passer avec devant les armées de maintien des soldats de maintien de la paix sans pourtant qu'ils le sachent? C'est pour vous dire la sécurité qu'il y a en RDC est alimentée par la présence des soldats des Nations Unies. Aujourd'hui, Kagame qui est en train de se pavaner partout, il est soutenu par qui? Par la mission des États-Unis, des Nations Unies, par l'ONU. Chers compatriotes, donc le discours, c'est pour ça que je vous ai repassé ce discours pour vous montrer à quel point l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est fait pour s'aimer le désordre dans les continents les plus faibles, pour s'aimer s'aimer le désordre dans les peuples faibles. Il nous parle du respect, le respect des accords. Mais pourquoi il nous parle de respect il nous parle de l'attaque de Poutine sans pourtant nous parler du non-respect des accords de Minsk. Aujourd'hui, ce qui a poussé Vladimir Poutine, le président Vladimir Poutine, à attaquer l'Ukraine, c'est parce que les organisations des Nations Unies n'ont pas respecté les accords de Minsk. Pourquoi ils évitent de le dire? Nous le disons tous les jours, nous le prononçons tous les jours. La guerre de l'Ukraine, c'est parce qu'il y a eu le non-respect des accords de Minsk. Donc, quel accord que eux, ils vont respecter? De quel accord qu'ils vont nous dire ils vont respecter les accords? Ils sont jamais, les Nations Unies, l'Union européenne, tous ces organismes internationaux ne respectent pas les accords si ces accords-là vont à l'encontre de leurs intérêts. Ils n'ont jamais respecté, les accords. Macron nous parle des pays, des alignés et les non-alignés. Les alignés, ce sont ceux qui acceptent de marcher avec eux dans leur continuité, de détruire les autres, de dominer les autres continents, de dominer les autres peuples. Quand vous vous abstenez, vous devenez les pays non alignés. Donc, eux, ils veulent que tout le monde les accompagne dans leurs crimes. Quand vous les accompagnez dans leurs crimes, vous êtes des alignés. Quand vous ne les accompagnez pas, vous êtes les contre, vous devenez leurs ennemis. C'est pour ça que vous les voyez, ils soutiennent Ouattara, qui n'a jamais gagné les élections, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État civil. Ils soutiennent Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé par un coup d'État en 1997. Denis Sassou Nguesso qui est resté au pouvoir pendant 4 décennies. Ils soutiennent
aujourd'hui, euh, comment on appelle le coup d'État, le président burkinabé, lui, il est arrivé aussi par un coup d'État, mais il n'est pas menacé. Pourquoi? Parce que celui-là fait la volonté des Occidentaux. Pourquoi le Mali est menacé, est sanctionné? Parce que le Mali ne veut pas les suivre dans leurs crimes. Le Mali ne veut plus respecter leur loi, leur rôle de détruire, de dominer le reste du monde dans le mensonge. Et voilà qu'aujourd'hui, Doumbouya est sur la liste des présidents aujourd'hui qui sont menacés. Pourquoi Doumbouya soutient son frère, son frère Assimi Goïta? Donc ces gens-là, nous voulons vous montrer à quel point eux qui nous font la loi, qui nous font les leçons de morale, mais ils sont incapables de respecter eux-mêmes leurs propres lois, leurs propres règles. Et ils ne veulent pas que nous puissions le leur rappeler. Ils veulent que nous les suivons aveuglement. Nous les suivons avec ignorance. Mais maintenant, nous ne pouvons plus le faire. Si nos parents, ils ont fait ça, nos ancêtres ont fait ça, nous, les enfants d'aujourd'hui, nous, la génération d'aujourd'hui, nous avons les moyens de réclamer notre libération et de revendiquer nos droits. Parce que nous savons tous lire les mêmes, nous savons tous lire dans la même langue qu'ils nous ont appris. Oui, oui, oui. Maintenant, on ne peut plus se laisser faire. Hein? Eux qui veulent nous, qui sont là à nous propager les règles. Nous sommes des pays démocratiques, les pays de droits de l'homme. Mais ce sont eux qui organisent les crimes. Ce sont eux qui organisent les crimes. Ils n'avaient qu'à nous parler avant. Moi, j'aimerais qu'un jour qu'ils nous développent d'abord le respect des accords de Minsk. Avant, je ne peux même pas comprendre, je ne peux même pas les écouter à la guerre. Je peux pas, je peux même pas les suivre en accusant Poutine d'avoir attaqué l'Ukraine sans pourtant qu'il nous parle des accords de Minsk, qui commence d'abord à nous expliquer les accords de Minsk. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever de bon matin pour aller devant son voisin, à la porte de son voisin, commencer à tirer. S'il n'y a pas des antécédents. Mais eux, ils ne nous parlent jamais des antécédents, ils nous parlent seulement de l'attaque. Qu'est-ce qui a provoqué l'attaque? Qu'est-ce qui a provoqué Poutine à arriver jusqu'à l'attaque? Et ça, c'est ce qu'ils arrivent à nous expliquer. Mais comme vous n'arrivez pas à nous expliquer, nous vous expliquons et nous expliquons à nos peuples. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés à cette situation, à cette guerre, c'est parce que vous qui parlez du respect des accords, vous n'avez pas respecté l'accord de Minsk. Comme vous ne respectez aucun accord, vous n'avez jamais respecté aucun accord. Vous faites seulement votre volonté, vous faites votre domination. Quand vous arrivez à dominer, vous croyez que vous avez respecté les accords. Vous utilisez les moyens, vos moyens, le matériel de guerre pour intimider les autres peuples. Oui. Maintenant, nous ne sommes plus naïfs et nous venons là pour réveiller ceux qui sont encore endormis. Vous voulez nous faire comprendre, vous voulez que nous soyons là à écouter vos discours à vous comme si c'était les paroles de l'évangile. Vous n'êtes pas les paroles de l'évangile et aujourd'hui, nous allons vous répliquer. Hein? Hein? Vous parlez de la Russie qui a violé qui a violé comment on appelle ça,
qui a volé les accords de Chartres. Mais vous ne faites que ça. Vous ne savez que violer. Vous ne savez que violer. Entre violer les enfants, entre violer les femmes, entre violer les règles des institutions, vous violez tout. Vous violez la Constitution. Hein? Si vous encouragez que les présidents africains vous installez dans nos pays puissent violer leur constitution, et vous pouvez faire la morale des gens quand les gens ne le respectent pas, quand les gens ne font que vouloir se protéger par ce que vous n'avez pas respecté. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de ça. Vous n'avez pas de leçon de morale à faire à nos peuples. Hein? Vous parlez qu'il y a des troupes, les troupes russes en Ukraine et qu'il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. C'est tout à fait normal, la Russie se protège. Et vous, les troupes que vous avez en Afrique, les troupes que vous avez installées partout, les troupes que vous avez en RDC, les troupes que vous avez en Irak, les troupes que vous avez dernièrement, que vous avez, d'ailleurs, que vous êtes parti en catastrophe en Afghanistan. C'était vos troupes, ce n'était pas les troupes russes. Les troupes que vous avez en Libye, en Liban, vos bases militaires, vous n'en parlez pas. Parlez-en. Ce qui nous réjouit d'ailleurs, parce que vous parlez seulement des troupes russes en Ukraine, mais vous ne parlez pas des troupes russes dans le monde, dans le continent africain que vous avez envahi avec vos troupes. Parlez-nous des génocides que vous avez créés dans notre pays, du désordre, des massacres que vous avez faits dans nos pays. Et dernièrement, vous avez commis un massacre pendant un mariage au Mali. Le massacre, le génocide que vous avez fait, que vous avez soutenu au Rwanda. Le génocide de Denis Sassou Nguesso que vous soutenez a massacré les peuples congolais. Parlez-en. Qui soutient Denis Sassou Nguesso? D'où viennent les armes que Denis Sassou Nguesso utilise pour tirer sur son peuple? Nous savons très bien que c'est les armées, c'est les pilotes ukrainiens qui ont piloté le ciel du sud du Congo que nous, aujourd'hui, on protège. Pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? J'aurais voulu entendre que vous parlez de tous ces détails, au lieu de vous concentrer de la guerre de l'Ukraine. Ah, parce que cette guerre est à votre porte. Et vous voulez que nous tous, nous vous suivons comme des chiens. C'est fini. C'est fini. Donc les troupes, les troupes russes sont en Ukraine pour leur protection. Parce que vous avez poussé tout cela. Vous avez créé tout cela. Les M23, parlez-nous de M23. Que vous refusez, que vous n'arrivez même pas à mettre la main dessus. Vous ne savez pas d'où viennent les armes que le M23 utilise pour aller tirer sur les peuples zaïrois. Regardez un tout petit pays comme le Rwanda et l'Ouganda. Allez s'aimer la zizanie, allez tuer les peuples zaïrois pendant 25 ans. Et vous êtes là, vous n'arrivez pas à établir la paix alors que vous êtes sur cette zone-là depuis 25 ans. Et pendant ce temps, vous êtes nourris, logés, entretenus avec les fonds des ressources minières qui reviennent de cette zone. Et vous n'arrivez pas à maintenir la paix. Et vous voulez qu'on puisse vous laisser encore vous laisser le temps de rester là-bas. Donc voilà, mes chers compatriotes, ça c'était
c'était le but, c'était mon but de vous remontrer l'intervention de Macron avec ses dires, juste pour vous ramener, à vous montrer comment est-ce que ces gens-là insistent à vouloir encore nous vendre leurs mensonges, à vouloir encore nous emmener à croire leurs mensonges. Mais cette fois-ci, avec nos réseaux sociaux, avec cette guerre que nous avons entamée du panafricanisme et des peuples Congo, de la fédération Congo, nous menons cette guerre pour la souveraineté de nos pays, de nos peuples. Peu importe vos éléments que vous êtes en train de façonner à votre façon, mais aujourd'hui, le peuple africain est debout. Aujourd'hui, le peuple que hier vous avez menti, hier vous avez maté dessus, hier que vous avez dominé, aujourd'hui, ce peuple-là est debout. Une chose a toujours un début et une fin. Et ça, c'est votre fin. Et c'est le début de la vraie histoire des peuples africains, de la vraie histoire de la liberté des peuples africains. Ça, c'est le commencement de la liberté des peuples africains. C'est fini votre domination. Nous allons tous se mettre ensemble pour combattre cet impérialisme. Et les armes, nous allons les trouver parce que vous n'êtes plus l'unique à avoir les armes pour pouvoir combattre les peuples faibles. Nous allons aller chercher les partenaires qui viendront travailler avec nous, qui viendront nous aider en tant que partenaires, pas en tant que dominateurs. Et cela, nos peuples ont compris et nos peuples sont debout. Seule la lutte libère. Moi, c'est Maman Olga de la Fédération Congo. La Fédération Congo qui mène la même lutte, le même combat que Assimi Goïta. Et je veux le dire haut et fort au monde entier. Nous sommes le 55e pays formé sous l'appel de nos peuples Congo qui ont été massacrés, qui sont massacrés par Denis Sassou Nguesso, l'élément de la France-Afrique, l'élément que les Français ont donné des armes pour venir massacrer ce peuple. Et nous sommes là, nous nous sommes réveillés pour parler au nom de ce peuple en voie de disparition, de ce peuple Congo que les Occidentaux ne veulent pas voir, que les Occidentaux ont donné la charge à Denis Sassou Nguesso de les massacrer, de les exterminer. Et dernièrement, pour vous dire ce que la France fait aux Noirs. Dernièrement, pendant les élections de 2021, Denis Sassou Nguesso a assassiné au vu devant la France le candidat Guy Parfait Kolela, le candidat aux élections présidentielles, a été tué, a été assassiné par Denis Sassou Nguesso en complicité avec Macron, parce que ce même candidat avait été convié chez Macron à l'Élysée en lui posant des questions pour qui devait-il travailler une fois qu'il serait élu. Et lui, il avait répondu, il voulait travailler pour son peuple. Et c'est ce candidat-là, c'est un candidat qui vient du côté sud, du côté des Congo. C'est un candidat Congo qu'on a assassiné et qu'on a enterré à la va-vite, comme on avait enterré Thomas Sankara à la va-vite. Donc ce candidat Guy Parfait Kolela a été enterré à la va-vite en France, loin de son parti, loin de ses membres du parti Yuki. Alors, chers compatriotes, ceci est comment est-ce que les Français opèrent.
J'ai dit la vérité. Allez voir, seule la lutte libère. Moi, c'est maman Olga, la maman de la Fédération Sud-Congo. Je vous remercie de m'avoir accordé ce petit moment de m'écouter. Guy Parfait Kolela a été assassiné par accord du petit Macron et que son corps a été enterré en France, loin de ses membres, loin de sa terre Congo. Un leader d'un parti politique au Congo qui est mort pendant les élections présidentielles au Congo, mais qu'on décide d'enterrer loin de ses terres, qu'on décide d'enterrer loin de ses membres de parti. Tout ça parce qu'il voulait éviter le soulèvement de ce peuple Congo. Voilà, et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Mali. Donc, mais cette fois-ci, les peuples doivent être au courant de ce qui se passe. C'est pour ça que nous passons nos nuits à chercher les informations, à aller fouiller les informations, à partager ceci avec nos peuples. Nous n'allons pas nous fatiguer. Alors, mes chers compatriotes, les peuples Congo, ma chaîne est menacée. Merci à Gervais qui partage mes messages, qui partage mes vidéos pour que les peuples Congo soient au courant que nous sommes là en train de se battre. Et le Congo sera libéré. La Fédération Sud-Congo ira de l'avant. La Fédération Congo ira de l'avant. La Fédération Congo trouvera sa souveraineté. Les peuples Congo seront libres bientôt. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. Vive les membres de la Fédération Congo. Gervais Birangui, Bernard Pongui, Edim Kaï, les rois de Luango, ainsi que moi-même, maman Olga de la Fédération Congo, ici à Los Angeles. Vive la Fédération Ingeta, Ingeta, Ingeta.